Une autre vidéo qui parle de Mathieu Bock-Côté, à tout le monde en parle, mais ne scrollez pas tout de suite. On va essayer de pogner ça par un autre angle. Aujourd'hui, ce que je propose de faire, c'est pas nécessairement m'attaquer ou valoriser les propos de Mathieu Bock-Côté, plutôt que d'observer ses stratégies communicationnelles et rhétoriques. Et si j'avais à clarifier qu'est-ce que j'entends par cette expression, c'est si d'habitude on s'attaque soit au contenu ou au contenant. Ici, les stratégies rhétoriques, c'est plutôt, si, mettons, le contenu, c'est une soupe et le contenant, c'est le bol, ben la stratégie rhétorique, c'est l'ornementation gastronomique, un petit pouette de mousse de ricotta ou des graines de tournesol qui rendent la soupe plus digeste et qui vous donnent envie de l'avaler. En toute transparence, ce serait pas vraiment juste de ma part de parler de Mathieu Bock-Côté sans souligner qu'il y a plusieurs signaux dans son arrivée à Tout le monde en parle qui nous envoient le message qu'il arrive dans un environnement hostile. Il y a les choix de mots de Guy Lepage dans sa présentation, mais il y a aussi la chanson qu'ils ont choisi de faire jouer à son entrée sur le plateau. Une des premières stratégies à souligner avec Mathieu Bock-Côté, et c'est phénoménal, c'est son nombre de mots minutes. Dans le milieu des médias, habituellement, on va considérer un 200 mots minutes comme une espèce de sweet spot entre quelque chose qui serait peut-être trop lent pour retenir l'attention et quelque chose qui serait trop vite pour permettre aux récepteurs de digérer l'information. Et c'est là le mot-clé, un 230 mots minutes comme Mathieu Bock-Côté, c'est un débit de parole qui ne permet pas de digérer et d'assimiler toute l'information. Au niveau des propos, des idées qu'il propose, il se positionne un peu comme l'intellectuel dissident marginalisé, mais lucide, comme s'il était capable, lui, de dire les vraies choses, des choses que d'autres personnes ne sont pas capables de dire ou d'admettre. Il fait ça, entre autres, en se positionnant comme victime à plusieurs endroits, entre autres de positions extrêmes. Et en se présentant comme une victime de ces propos extrêmes-là, il relate à toutes les personnes qui se sentent victimes de ce type de persécution-là. Mathieu Bock-Côté résume son caractère autour d'une sorte d'identité nationale exacerbée en utilisant des phrases comme celle-ci. Non, je suis québécois d'abord et avant tout. J'ai pas de pays de rechange, j'ai que le Québec. Maintenant, au sujet des structures argumentatives, donc la manière qu'il organise l'information, il utilise plutôt des formules qui se rapprochent du storytelling en mobilisant des émotions de peur, plutôt qu'avec un argumentaire. Une des stratégies qui fait ça, qui est assez répandue en général, c'est présenter une vision macro de l'histoire, une espèce de narration ultra linéaire d'une suite d'événements qui se produisent les uns après les autres, alors que c'est des enjeux qui sont vraiment beaucoup plus complexe que ça. Ce que ça a comme effet, ça, c'est créer des rapports de causalité qui sont vraiment pas aussi clairs, ni si définis, ni si directs, en fait. C'est-à-dire, il suffit de regarder l'histoire des 30 dernières années, en quelque sorte. Donc, la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique, le monde qui se construit à partir de là. Et le monde qui se construit, on nous dit, on va faire tomber les frontières. Du côté des rapports de causalité, justement, il établit ces rapports-là autour seulement d'enjeux identitaires. Il fait complètement abstraction d'enjeux qui sont institutionnels ou économiques ou sociaux. Des exemples de ça, c'est quand il associe l'islam à une menace civilisationnelle. Troisième stratégie de ce côté-là, évidemment, elle est très, très mise en exergue dans cet entretien-là, mais Mathieu Bock-Côté présente des visions ultra-binaires, très noir ou blanc de certains enjeux. On l'a vu avec la question du nous versus le eux, mais il fait aussi en opposant le peuple versus l'élite bien pensante, la réalité versus le politiquement correct. Bref, ces binarités-là sont présentes un peu partout dans son discours, et ça a comme effet de faciliter un choix, une adhésion à un parti ou à l'autre, dans des questions qui mériteraient beaucoup plus de réflexion que ça. Une autre de ces stratégies que je trouve absolument fascinante, c'est qu'il fait de la redéfinition de concepts, en fait. Puis j'associe ça un peu à un genre de phénomène de gaslighting linguistique où vous pensiez que vous saviez le sens d'un mot, eh bien, vous vous trompiez. Il fait ça, entre autres, avec la notion de propos haineux. Si dans la question de Guy Lepage, les propos haineux étaient apportés au sens légal du terme, parce qu'il existe une définition légale des propos haineux, Mathieu Bock-Côté reprend le propos haineux, démontre complètement la logique du sens légal du terme et vient se l'apposer de manière anecdotique dans une situation individuelle. Il fait la même chose de manière très littérale avec le concept de grand remplacement, qui est un concept qui existe, mais qui est une théorie du complot. Très littéralement, Mathieu Bock-Côté nous dit ce terme-là, il est invalide, mais il vient quand même réexpliquer son point en faisant simplement reformuler. Fait qu'il détache le sens de l'expression. Premièrement, je n'utilise pas la référence au grand remplacement. Je ne considère pas que c'est un terme qui est tellement usé. Autre stratégie qu'il y a énormément de gens qui font en ce moment, c'est qu'il prend des exemples très, très anecdotiques et les présente comme des phénomènes systémiques globalisés et généralisés. Il fait ça en parlant du tweet et de la police au Royaume-Uni. En Grande-Bretagne, aujourd'hui, vous pouvez avoir la police qui cogne chez vous à 6 heures du matin parce qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, vous avez fait un tweet. Il fait ça avec Michael Rousseau de Air Canada sur
sur le français à Montréal. Michael Rousseau, le patron d'Air Canada, rappelez-vous, a dit qu'une des plus grandes qualités de Montréal, c'est que c'était pas nécessaire de parler français pour s'y épanouir et y réussir. Autre stratégie, il fait ce qu'on appelle des inversions critiques, en fait, où il va présenter des propos qui ont été, qu'on lui accole, mais qui ont été aussi tenus par des gens qui l'associent à une sorte d'adversariat idéologique. Il fait ça, entre autres, avec le grand remplacement avec Jean-Luc Mélenchon, en disant « Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, lui, quand il le dit, tout le monde est content, mais que moi, quand je le dis, c'est pas correct. » Jean-Luc Mélenchon, en France, homme de gauche, même de gauche radicale, dit « Le grand remplacement, il existe. » Et c'est une très bonne chose. En faisant ça, il vient imposer la charge de la cohérence, la responsabilité de la cohérence du côté de son interlocuteur. D'ailleurs, avec Jean-Luc Mélenchon et le grand remplacement, Mathieu Bock-Côté adopte une espèce de stratégie qui se rapproche de la stratégie flotte de zone de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il va donner tellement de petites anecdotes que ça devient impossible de fact-check en direct, puis on est comme obligé d'accepter ce qu'il dit comme factuellement correct. À ce propos, je vous invite à aller vérifier le contexte dans lequel Jean-Luc Mélenchon a dit que le grand remplacement était une bonne chose. Il fait le même exercice avec René Lévesque, en fait, qu'il cite on the spot, mais complètement hors contexte. René Lévesque, vous connaissez sa formule dans un discours très important. Il dit il y a 2 ministères de l'immigration au Canada. Un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. Fait intéressant avec l'extrait sur sa citation de René Lévesque, c'est que Mathieu Bock-Côté fait la démonstration en coupant la parole très sèchement à Guy Lepage pour faire dire à Jean-Sébastien Girard que oui, René Lévesque était identitaire et non, ça ne me choque pas quand ça vient de lui, mais ça me choque quand ça vient de toi. Prends l'exemple des Américains. Ça, je veux savoir s'il était identitaire ou non, René Lévesque. Quand il dit ça vous choque? Non. Bon, alors moi je dis la même chose, donc je vous choque pas. On entrevoit le niveau de préparation et de recherche que Mathieu Bock-Côté a fait en amont de son entrevue à Tout le monde en parle. Là, il se sent aussi dans le call-out qu'il fait de Stéphane Rousseau, où il revient sur une vieille entrevue. Ça se voit aussi quand on constate qu'il a amené le livre de Ruba Gazal pour le lui citer. On sent que Mathieu Bock-Côté s'est adonné à ses petits devoirs de relations publiques en essayant d'anticiper les questions et les forces oppositionnelles qui allaient se présenter à lui sur le plateau, puis il a pu organiser sa pensée puis préparer des réponses en avant. À ce propos, en plus, Mathieu Bock-Côté se positionne un peu tout le long de l'entrevue comme le bon Québécois en nommant plein de biens culturels et il s'en montre fort ému à chaque fois. Il fait ça en citant René Lévesque on the spot, une citation qui date de 1970, mais il fait ça aussi en parlant de la chanson Mommy Daddy. La chanson Mommy Daddy qui est bouleversante. Et en parlant du documentaire de Lise Payette. Vous connaissez probablement le très beau documentaire qu'a fait Lise Payette à la fin des années 80. Le titre, c'était « Disparaître ». Une de mes stratégies préférées employées par Mathieu Bock-Côté, c'est qu'il se positionne comme une espèce de prophète. Une stratégie qui est absolument efficace dans la mesure où faire des approximations temporelles prédictives, c'est non seulement ça présente son discours comme étant plausible, mais absolument impossible à démonter. Il fait ça en disant des trucs comme dans 10, 15, 20 ans ou quand il dit « ça se passera pas dans le 5e millénaire ». Finalement, et c'est vraiment majeur, on peut voir que Mathieu Bock-Côté a beaucoup de pratiques dans la gestion de plateau. C'est presque une pièce de théâtre, c'est de la dramaturgie qu'on est en train de regarder. D'abord, au tout début de l'entrevue, on voit qu'il se présente comme bon joueur. Il participe aux blagues, il est très humble et il embarque dans le jeu de Jean-Sébastien Girard. Et vous n'avez pas le droit de commencer vos réponses par certes, en somme et soyons sérieux. Soyons sérieux. Ensuite, comme je disais, il se présente dans un environnement qu'il savait qu'il allait être hostile. Et il profite de cet environnement-là pour marteler cette figure du persécuté raisonnable qui vient un peu à la guerre avec plusieurs autres figures oppositionnelles. L'affaire, c'est que, et ça c'est une lacune du concept de Tout le monde en parle, c'est que se préparer à ce genre d'environnement-là, ça lui permet de rester calme, serein, organisé, face à plusieurs interlocuteurs qui ne sont pas aussi organisés que lui, qui créent une espèce de polyphonie critique puis qui vient le positionner en position d'autorité. En conclusion, j'espère que vous allez avoir développé des skills pour reconnaître ces stratagèmes rhétoriques et communicationnels-là, puis que ça va vous permettre de faire abstraction des stratagèmes pour voir vraiment le fond du propos et décider si finalement la soupe, elle est digeste ou pas. Autre chose qui est super importante à comprendre, c'est que ces stratagèmes-là sont vraiment à la portée de tout le monde, spécifiquement des gens qui sont habitués de parler dans les médias ou de parler en public, mais avec un peu d'entraînement en relations publiques, ça peut vraiment être accessible à tout le monde, comme en témoigne cette petite comparaison, pas piquer des verres. Par exemple, si je vous disais, Guilla, que je vais vous lancer une hache au visage, vous diriez que c'est haineux, n'est-ce pas? J'ai l'impression. Oui, parce qu'il a déjà dit parce qu'il a déjà dit qu'il voulait me lancer une hache au visage. Donc ça, pour moi, c'est haineux. Parce que moi, je trouve ça un double standard. Maintenant, on a Alexandre Aussin qui dit ouvertement que tous les hommes, en fait, tous les parents qui s'opposent aux dragues qui vont compter des comptes aux enfants, on devrait les buter à coups de hache. Ah ben non! Oh non, il n'en est rien, mon petit cœur. Ben non. Là-dessus, j'ai un peu envie de vous demander, est-ce que vous avez spoté des stratégies communicationnelles et rhétoriques dans ma capsule? Parce qu'il y en avait. C'est tout, bye!